À l'époque, le chant contre chant, je trouvais ça ouf. Genre ça m'a rendu zinzin. On avait tourné un truc sur un torchon qui appelait, qui avait des lunettes de soleil et qui appelait justement à la manifestation. Mon frère tenait la perche, mon cousin jouait le personnage principal, mon père m'a aidé à écrire, c'était super. Et bah, bienvenue dans le premier épisode de C'est dans la boîte. Donc C'est dans la boîte, c'est un podcast porté par les dissociés. On va aborder donc 3 thèmes majeurs dans ce podcast. On va aborder donc le milieu du cinéma, l'industrie, ses sorties, ses films, un peu tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Et on ne se cantonne pas qu'à ce milieu-là. On aborde aussi donc tous les métiers et sujets autour de l'art et de la culture. On parlera aussi du coup de la politique et du militantisme parce que pour nous c'est des choses qui sont très corrélées au milieu de la culture et à l'art en règle générale. Donc voilà, on va voir comment les deux sont liés et pourquoi c'est important. C'est ça. Et enfin, on abordera donc le sujet de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat au sens large, donc le fait d'entreprendre des projets. Nous, on a pour objectif de monter les dissociés en boîte de production, donc c'est aussi documenter ce parcours-là et comment faire corréler tout ça, donc que ce soit donc le militantisme, la politique, donc nos valeurs avec le principe d'entrepreneuriat. On pourra déconstruire ces termes-là au fur et à mesure des épisodes également. Donc ce podcast est présenté par les dissociés. Donc les dissociés, c'est notre association de cinéma et d'audiovisuel qui a pour objectif de visibiliser les luttes donc devant et derrière la caméra. Donc on est 3 à porter l'association et on va se présenter chacune notre tour. Chérine Drouilly, je suis sur tout le volet de production des dissociés. Voilà, je suis arrivée en 2023 dans l'association et puis depuis, voilà, le kiff est là. Moi je m'appelle Noah Guardiola, je suis réalisateur et aussi cadreur au sein de l'association depuis 2021. Ouais, donc depuis 5 ans, non, 4 ans, je sais pas compter, allez hop. Et moi je m'appelle Maëva Chazalon et je suis productrice et réalisatrice au sein des dissociés. Donc dans ce premier épisode, on va se concentrer sur la question de comment faire son premier projet, comment faire son premier film. Donc on va revenir rapidement sur nos parcours, sur notre rapport au cinéma et à l'art, sur les premiers projets, les tout premiers, les prémices des premiers projets sur lesquels on a été, notre parcours depuis, à partir de quel moment est-ce qu'on a considéré passer un step un peu plus professionnel ou en tout cas en voie de professionnalisation. On va discuter autour de ça, partager nos expériences. Mais c'est parti! Donc on va commencer par une question plutôt simple. Quel est le premier film dont vous vous rappelez avoir vu au cinéma et ou chez vous? Alors, mes parents se souviennent pas du premier film que j'ai vu au cinéma, ce qui me frustre énormément. Mais leur théorie, c'est que c'est soit Le Monde de Nemo, soit Spirit, les talons des plaines. Donc dans les deux cas, des films d'animation pour enfants, mais à chaque fois plutôt poétiques et avec de chouettes sujets, quoi. Trop chouette. Moi j'essaie de me souvenir, pareil, ça doit être... je pense que ça doit être Le Monde de Nemo, mais j'en ai pas de souvenir. Le premier dont j'ai quelques vagues souvenirs, c'est pour Happy Feet, dans une petite salle de cinéma de campagne un peu claquée, qui faisait aussi cinéma d'art et essai et tout. Mais le premier dont je me souviens vraiment de bout en bout, c'était Madagascar, et c'était une projection à la piscine de mon village. Ok. C'était trop bien. Donc on est dans un mood animaux, quoi. Vraiment. Moi, je pense que le premier film que j'ai dû voir au cinéma, c'est Kirikou dans le cinéma de mon village. Kirikou et la sorcière Karaba. Enfin, je sais plus ce que c'est le titre. C'est Kirikou et la sorcière. Ouais, Kirikou et la sorcière. Je m'en rappelle là de l'histoire, mais j'en ai pas le souvenir très précis du contexte, etc. Je crois que c'était ma mère qui m'y a emmenée. Voilà. Mais le film dont je me rappelle avoir vraiment aimé, c'était Azur et Asmar, je crois. Et on l'avait vu en maternelle en cours. Voilà. Et pareil, dans l'enfance, je l'ai vu et gros souvenir. Ah ouais. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance vis-à-vis de films, mais plus souvent par rapport au contexte de visionnage. Je me souviens par exemple que mon père était venu nous récupérer à l'école de mon village
pour nous emmener voir un film de Yann Arthus Bertrand, je pense Ok. que ça peut être La Terre vue du ciel, Mhm. parce que c'était à la MJC du coin où mon père travaillait et que mon école avait pas voulu louer des bus pour emmener les enfants voir la projection alors que la projection était gratuite et tout. Enfin, et donc mon père était venu, avait débarqué en classe, avait récupéré mon frère et moi et nous avait emmenés à la projection. C'était vraiment, genre, je pense que c'est Trop bien. un des premiers souvenirs vraiment forts que j'ai autour du cinéma aussi. Trop cool. Moi, je dirais que j'allais pas mal au cinéma, du coup, dans mon village, mais c'était peut-être une séance tous les 2-3 mois. Donc, c'était pas régulier. Mais sinon, à chaque fois que j'allais voir ma famille du côté de ma mère, ma marraine m'emmenait au cinéma à chaque fois. C'était un peu la tradition marraine, filleule, etc. Mais j'avais le souvenir qu'en tout cas, j'y allais que dans ces contextes-là. Et le moment aussi où je me rappelle d'un moment de cinéma au cinéma, c'était à la sortie d'Avatar. J'étais allée le voir en 3D, donc avec ma mère, je m'en rappelle. Et j'avais trouvé ça assez ouf en 3D. C'était la première fois, je crois, que je voyais de la 3D au cinéma aussi. Donc. Est-ce que vous avez d'autres films comme ça qui vous ont marqué ou comment est-ce que vous vous êtes intéressé au cinéma après vous en tant que cinéaste? Dans ma famille, on a toujours vu beaucoup de films. C'est-à-dire que mes parents aimaient les histoires, aimaient aller au cinéma, aimaient aller au musée, et du coup, c'est quelque chose qui nous ont transmis. Et mon père, notamment, écrivait du scénario pour le jeu vidéo, donc il y avait vraiment un rapport à l'écriture et à raconter des histoires par l'image. C'est enfin, voilà, présent dans la famille. Et donc, quand ils ont voulu nous initier à l'art et à nous pousser à essayer de créer, voire à expérimenter là-dedans, on a fait des petits films quand on était enfant. On a écrit des BD, écrit des histoires, donc il y a toujours eu un rapport avec, Avec ton père, du coup. oui, avec mon père et ma Ok. mère. Il y a toujours eu un truc de raconter des histoires. Mm. Et du coup, il y a eu une passion un peu plus prononcée pour le cinéma. Je pense que dans l'image et dans un peu la. C'est un peu, je sais pas comment dire, une sorte de. Il y a une sorte de rituel quand on va au cinéma. Enfin, on est dans la salle, il fait sombre, la musique est forte. Enfin, voilà, c'est quand on lit une BD, on est rarement dans un contexte aussi, je sais pas, entre guillemets, sacré. Et du coup, il y avait un truc puissant dans le cinéma qui, je pense, m'a attiré. Et du coup, à partir du lycée, je me suis dit, bah tiens, j'ai vraiment envie de faire du court-métrage, quoi. Enfin, du court, puis du long. Enfin, dans ma tête, j'étais en mode les César, Cannes, tout ça, quoi. Mais raconter des histoires, quoi. Ok. Moi, pour le cinéma, j'en ai beaucoup. Enfin, j'ai vu aussi, pareil, beaucoup de films, etc. Alors, on n'avait pas les chaînes télé, du coup, on regardait beaucoup de cassettes, de DVD, etc. Mon père nous faisait découvrir plein de films. Il avait tout le coffret de Charlie Chaplin. C'était vraiment trop bien. J'ai encore la vision de ces étagères remplies. Puis à l'époque, on allait louer des DVD au vidéoclub. C'était trop bien. Et après, comment je suis arrivée à vouloir faire du cinéma? En fait, je suis pas retournée au cinéma pendant assez longtemps et je pense peut-être de 2012-2013 par là jusqu'à 2017-2018 quand je suis arrivée à Lyon. Je suis allée très peu au cinéma, maintenant j'y vais au moins 2 ou 3 fois par mois minimum, mais voilà, comment je suis arrivée à me dire que j'allais faire des films. En fait, je me le suis jamais vraiment dit. Euh, Moi, en fait, de base, je partais sur des études un peu plus de politique, etc. Donc, je suis arrivée par hasard à Lyon 2, où j'avais une première année portail. J'ai découvert qu'il y avait de l'audiovisuel, et là, par contre, ça a matché direct, et c'est pour ça que je suis partie après en audiovisuel. Mais sinon, dans le délire, j'ai toujours fait des petits trucs. Enfin, mes grands-parents nous avaient offert des petites caméras, des bonnes caméras à l'époque, avec mon frère. Parce que du coup, j'ai un frère jumeau, je vais beaucoup parler de lui forcément. Mais donc, on avait chacun notre petite caméra et on filmait des trucs. J'avais fait un faux reportage sur mes frères en train de faire le tour de France et tout. Enfin, c'était Trop cool. et on montait sur les logiciels gratuits qu'on trouvait. Windows Movie Maker. Peut-être, par exemple. Mais voilà. Et la base. C'était, je pense que ça, c'est le premier souvenir que j'ai d'avoir, entre guillemets, fait un film. Et après, c'est revenu que à la fac, en fait. Enfin, même si j'ai fait un peu d'options cinéma au lycée, je me suis jamais investie outre mesure dedans. Moi, je dirais que j'ai jamais trop été cinéphile, et même encore maintenant,
c'est vraiment un effort, entre guillemets, pour moi de voir des films, de vraiment me mettre dans un contexte pour me poser pendant 2 heures, sans aucune distraction. Après, je pense que c'est aussi un peu une question de nos générations, mais je sais que moi j'ai un peu du mal à voir des films et à me dire, ok, là on va voir un film important ou j'en sais rien. J'ai toujours eu l'impression, je pense, de ne pas regarder des films justement cultes, etc. Et j'essaye de le rattraper un petit peu maintenant. Moi, je sais que les films qui m'ont marqué ado, enfant et ado, ça a beaucoup été tous les films d'adolescents en fait. Vraiment les films un peu clichés d'adolescents, toute la saga Harry Potter, Hunger Games, Divergente, Twilight, tous les films comme ça. Et ça m'a pas spécialement donné envie de faire du cinéma en vrai à cette époque-là parce que ça me paraissait hyper inatteignable. Mais ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, je crois que c'est juste le principe de bricolage, de faire un peu des trucs faits main. Enfin, à l'époque, c'est à l'âge auquel tes parents t'essaient de t'initier à des arts un peu manuels, enfin, ou des travaux manuels, etc. Et il n'y a rien qui m'intéressait vraiment à part faire des films, justement, ça, je trouvais ça trop cool, en fait. Et je crois que c'était vraiment le côté marrant et fun qui m'a attiré là-dedans. Euh, pour l'anecdote, c'est quand j'avais 10 11 ans, j'étais dans le jardin et mes voisins, en gros, il n'y a pas de barrière avec les voisins, et je les voyais faire des films, en fait, avec leur appareil photo numérique. Et du coup, je suis allée les voir et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, etc. Et du coup, ils m'ont montré. Et du coup, dès que. Enfin, pour faire un action et un coupé, on enregistrait, on coupait, mais on disait pas comme on fait maintenant. Juste, chaque rush en entier, c'était le. Enfin, chaque rush. Quand je dis rush, c'est du coup chaque vidéo. C'était la vidéo en entier, il n'y avait pas du tout spécialement de montage. Il y en avait un peu, mais c'était juste les mettre à la suite. Et c'était sur Windows Movie Maker, hein. Windows Movie Maker à fond. Et donc ça a été à 11 ans. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir faire des sortes de stages, colonies de vacances dédiées au cinéma. Donc de mes 12 ans à mes 16 ans. Donc en gros, tous les étés, je faisais un film avec des amis là-bas, enfin des amis que je rencontrais, etc. Et c'est vraiment, je pense, en faisant des films que j'ai commencé à m'intéresser après aux films de cinéma, entre guillemets. Parce que je pense que je regardais vraiment des films très grand public. Enfin, c'était vraiment. Chez nous, on n'était pas forcément dans la culture du cinéma. On était plus dans les bonnes comédies, un peu familiales, etc. Donc voilà. C'est marrant, c'est rare que ce soit dans ce sens-là. Que ce soit d'abord faire un film qui. Enfin, des films qui t'amènent ensuite à regarder des films. C'est plus l'inverse quand même, généralement. Ouais. C'est pas arriver là, comme ça. Mais c'est pour ça que pendant un moment, maintenant c'est plus le cas, mais pendant un moment j'avais un peu un complexe de en fait j'y connais rien, enfin j'ai pas les grands films qu'il faut avoir vus pour savoir faire des films. Et maintenant ça va, mais c'est vrai que ouais. Pour vous, c'était quoi le premier projet audiovisuel, donc vraiment même les plus amateurs, on va dire, sur lequel vous avez été? Est-ce que vous pouvez raconter le contexte de ce projet-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire et qu'est-ce que c'est devenu, etc. Ce que je considère comme mon premier court-métrage, c'est un film que j'ai fait en première, donc au lycée, qui s'appelle Doudou. On devrait se séparer. Je sais que ça te déçoit, je le vois bien. Mais il faut que j'apprenne à vivre tout seul, comme un grand, sans toi. Prends mon envol, quoi. Que j'ai réalisé dans le cadre d'un festival qui s'appelle J-Court. Il me semble que c'était la toute première édition. C'est un festival à Croix-Rousse où le but était de faire un film dans le cadre du festival. Enfin, voilà, c'était vraiment... Il n'y a pas spécialement de thème donné. Il fallait juste que le film soit tourné à la Croix-Rousse. Et le film était projeté au cinéma Saint-Denis, dans la grande rue de la Croix-Rousse. Et c'est, on va dire, la première fois que j'ai fait un film dans un contexte où il y avait une équipe, il y avait la notion de caméra et de son, de direction d'acteur, de scénario. Enfin, il y avait un peu toutes les étapes, on va dire, classiques de production d'un film, mais dans un cadre, mon frère tenait la perche, mon cousin jouait le personnage principal, mon père m'a aidé à écrire, une amie à ma mère a fait le montage, mais il y avait quand même toutes les étapes de production d'un film, et surtout il était projeté sur grand écran. Et l'anecdote, c'est que le film a remporté le prix d'interprétation au festival Que du Feu à l'époque, le LIF, à la toute première édition. Donc il est passé au Comédia. C'était un peu inattendu pour un tout premier court-métrage. Jeune homme, je cherche Doudou, vous l'avez pas vu?
Non, il est petit, il est bleu et non, Donc c'est vraiment le premier film que j'ai fait en le prenant vraiment au sérieux. Parce que j'ai le souvenir d'avoir fait des petits films avec mes Playmobil ou d'avoir... mon père a essayé de nous faire déjà réaliser des courts-métrages avec mon frère avant, mais c'était moins pris au sérieux. Là, c'était vraiment... Est-ce que tu peux détailler un peu ces films-là sur les Playmobil Mon frère faisait pas mal de stop motion pour le coup avec ses Lego, etc. Et avec les Playmobil, je me souviens que juste on avait plus ou moins écrit une histoire, et mon père filmait et nous on faisait des voix et on animait les personnages, mais il y a quand même le médium vidéo, du montage, la notion de décor et tout avec les Playmobil. Et on avait essayé de faire un film plutôt au collège où on jouait dedans aussi avec mon frère et où il y avait un peu cette notion de on fait des recherches pour le film, c'est-à-dire que notre père nous a montré des séquences, on voulait faire un film de poursuite. Du coup, on a regardé plein de séquences de poursuite, comment marchent les plans, comment marche le mécanisme de peur au cinéma. Enfin, vraiment, il nous a mis un peu dans, regardez, vous voulez, on va faire ça, mais pour ça, il faut faire des recherches, se poser, écrire, etc. Donc j'ai le souvenir de ce petit film aussi au collège. Avec ma mère, on avait fait un peu des semblants de western aussi dans la forêt. Enfin, à chaque fois, les parents ont été moteurs de faire des petits projets vidéo. Et celui au lycée, c'est moi qui étais moteur cette fois de l'envie de faire un film un peu plus sérieux. Ah, c'est marrant, ça m'a débloqué des souvenirs de choses que j'avais plus en tête. Là, naturellement, j'aurais répondu que mon premier film, c'était à la fac, justement, en seconde année. Ouais, en deuxième année, donc c'est Requiem qui a été réalisé par Lucas, un ami. Et en fait, c'est la première fois, pour moi, c'était la première fois que j'avais fait un film, effectivement, donc c'était dans le cadre de la fac, on avait un cahier des charges, etc., des contraintes. On l'avait tourné en 2000, c'est quoi, c'est 2018 2019, 2019. Je pense 2019. Ouais, c'est ça. Et on avait fini le montage et tout, et on avait commencé alors à l'époque, j'étais encore moins calée en distrib que je peux l'être aujourd'hui. Donc on l'avait juste diffusé, puis on attendait. On avait reçu une invitation au le festival du Monaco Charity, enfin un truc, en vrai un truc vraiment stylé qui avait lieu à Monaco et tout. Et on était invités, on avait projeté notre film et il y a eu le Covid 2 semaines avant la projection. Ah ouais. Donc ça n'a jamais été refait, d'ailleurs je suis même pas sûre que le festival existe encore. Mais voilà, c'est la première fois que j'avais l'impression d'avoir une reconnaissance, entre guillemets, justement de ça. Mais en fait, avant, effectivement, quand j'étais au collège, j'ai participé à un film alors en tant que figurante. Enfin, On veut le voir. Hein. Ouais, je sais même plus comment il s'appelle. En fait, c'était... À l'époque, je faisais du théâtre en plus. Donc c'était hyper raccord. En fait, c'est des anciens élèves du collège qui venaient tourner un film parce qu'ils savaient que là, ils pouvaient avoir un collège à disposition et tout. Et donc, je pense qu'ils étaient en terminale au lycée de Trévoux, c'est donc là où il y a une option ciné, où je suis allée ensuite. Et donc, on s'est retrouvés dans ce truc. Alors c'était super parce que pour faire le travelling arrière, ils utilisaient le chariot du personnel de ménage, etc. Enfin, vraiment, il y avait tout un délire et j'étais en mode waouh, c'est trop bien de faire des films et puis de trouver des techniques pour pouvoir faire un film correctement et tout. Donc en vrai, ça c'est vraiment le premier truc, je pense, en fait, quand j'y réfléchis, qui m'y a amené. Mais sinon, non, c'est vraiment à la fac où j'ai vu ce que c'était tout le processus. J'étais déjà à la production sur ce film et on avait une grosse équipe. On était entre 20 et 30 quand même. Donc, ça, pour un premier projet, ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, et puis en plus, c'était un truc avec pas trop de budget. Je crois que notre budget c'était 1200 balles. Ce qui est pas mal en vrai pour un premier. J'ai hésité aussi avec la fac parce qu'on était dans la même promotion et donc on n'était pas dans les mêmes équipes, mais on a eu le même contexte de création de court-métrage. Et pour le coup, j'ai aussi réalisé un court-métrage dans ce contexte-là et c'était le premier dans des un peu vraies conditions.
où c'était poussé, où C'était fallait... quoi c'était Sans regard, Ah, ok. c'est une comédie musicale. Sans regard, sans parole, comment veux-tu que je m'envole? Pourquoi tu dis ça? Je t'ai toujours épaulé. Pour toi épaulé, pour moi délaissé. Et où il y avait ce côté recherche de financement, recherche d'équipe. On avait dû pitcher les projets devant un amphithéâtre pour recruter des gens. C'est comme ça que j'avais recruté Édouard Morcelet, qui est toujours compositeur de mes courts-métrages actuellement. Et il y avait un peu une volonté des professeurs de nous mettre dans des conditions un peu plus professionnelles, de cahier des charges de production, de cours. Les scénaristes devaient être ceux de l'option scénario, ils avaient des cours, on devait pitcher, il y avait des notations sur un peu tous les aspects de la production. Enfin, ça, c'était un peu le premier film en contexte audiovisuel plus tendre vers le professionnel. Enfin, Et puis avec pas mal de matos aussi, parce que du coup on avait le matos de la fac à disposition. Il y avait pas on n'avait pas énormément tous de le trucs. matos de la fac à disposition. On n'a pas tous pensé à l'emprunter. Bah, nous en tout cas on a pu avoir pas mal de matos. Et non, c'était trop bien. Et effectivement ils nous ont vachement appuyés, même sur la recherche de lieux de tournage, etc. Enfin, on a dû faire des démarches d'autorisation, de demande d'autorisation de tournage sur la voie publique et tout. Enfin, c'était un vrai gros... Ça, le but c'était de nous apprendre vraiment toutes les étapes et qu'elles soient, un peu d'avoir une initiation à toutes les étapes de production. Donc ça, c'était, je pense que Doudou était vraiment le premier court-métrage de mon côté, et Sans regard c'était un peu le premier avec une équipe où je connaissais pas tout le monde, où il y avait vraiment plein de postes. Mais à la fois les gens avaient pas spécialement... il y avait plein de postes et à la fois les gens n'étaient pas formés pour ces postes, donc c'était vraiment un peu drôle. Bah, c'est trop chouette, on pourra revenir sur les projets un peu plus, avec un peu plus d'envergure dans la question d'après. Mais du coup, trop intéressant. Moi, je dirais que le tout premier court-métrage avec une histoire, j'en ai pas fait sans histoire, mais je pense que c'était avec mon meilleur ami de l'époque, donc quand j'avais 11 ans. Donc je venais de découvrir là, que mes voisins faisaient des courts-métrages, etc. Et moi, j'avais reçu un petit appareil photo numérique à ma communion, bref. Mais du coup, j'avais cet appareil photo-là et j'étais en mode, ok, on peut faire des films avec, parce qu'il y avait un mode vidéo. Et du coup, avec mon meilleur ami de l'époque, donc Florentin, on s'était dit, ok, on va faire un film. Donc on était dans sa maison de chez ses parents, pour les vacances. Et on avait pris sa petite sœur et son grand frère et on avait fait un court-métrage. Il me semble qu'il y avait genre 2 plans fixes de 20 minutes. C'était hyper long. Il y avait 2 plans fixes de 10 minutes qui faisaient un court-métrage de 20 minutes. Et donc c'était plus du théâtre que du cinéma, mais il y avait déjà cette envie-là et ça s'appelait The Enquête of the siècle. Oui. Pouvez-vous dire 2 mots? Acceptez. Déjà, nous étudions la scène de crime et donc les jouets sont éparpillés, sûrement à cause de la chute de la jeune fille. Donc c'était une enquête de police, de policiers sur une disparition de la petite sœur du coup de Florentin. Donc bref. Et l'année d'après, donc j'avais fait la colonie de vacances où on apprenait en fait à ces colonies-là. Ce qui était trop chouette, c'est que on avait quand même, donc c'était 2 semaines, et on avait une semaine où on apprenait en fait un peu les bases, ou les valeurs de plan, les trucs un peu comme ça. Le montage n'était pas poussé, mais en tout cas on apprenait à faire différents plans en fait pour en faire des suites d'actions et qu'il y ait des bons raccords en fait entre les mouvements. Et je me rappelle qu'à l'époque, le chant contre chant, je trouvais ça ouf. Genre ça m'a rendu zinzin, j'étais en mode waouh. Mais en fait, quand tu filmes 2 trucs différents et que tu les mets ensemble au montage, Ça fait qu'on s'ennuie pas. Ouais, de fou. Et j'ai trouvé ça ouf. Et donc l'année d'après, on a refait un court-métrage donc avec Florentin en vacances chez ses parents. Et là, ça s'appelait The Kidnapping of the siècle, je crois. Vous pouvez nous faire une description exacte pour qu'on fasse un portrait robot, ou vous n'avez pas assez de détails? Pour le moment, c'est peut-être pas exactement le moment. Ils sont partis par là, faudrait mieux essayer de les attraper. Ah, ouais. Ouais, je vais appeler des renforts. Et donc, désolé encore pour ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Donc c'était... séquel. Donc c'était... cette fois, on avait pris genre un de ses voisins et on avait fait ça un peu avec la famille. Donc bien sûr, ça restait des petits films d'enfants, quoi. Et on les montrait à nos parents et ils faisaient semblant de trouver ça génial. Donc c'était super. Donc voilà, ça c'est les premiers souvenirs de films un peu...
enfin, de premiers projets que j'ai fait. Et sinon, je pense que c'était avec mon frère. Beaucoup, c'est au moment où je commençais à comprendre le principe de tricher au cinéma. Et je lui faisais faire des effets spéciaux, c'est-à-dire sortir du cadre dans un lieu et rentrer dans un autre lieu par l'autre côté. Enfin, juste pour faire une sorte de raccord, etc. Ou tu sais, mettre des cuts avec le même cadre pour que ça fasse un effet d'attente. Moi, je trouvais que c'était ouf en vrai. J'étais en mode waouh, ça fait un effet spécial, quoi. Vraiment. Et donc, on faisait ça pendant nos vacances. Donc, je l'obligeais à être dans mes films, quoi. Sur la question de. À partir de quand c'est devenu un petit peu autre chose que des courts-métrages, du coup, avec mon meilleur ami ou mon frère. C'est du coup quand j'ai fait ces colonies-là, ces stages un peu d'été, etc. Où du coup, là, on commençait vraiment à comprendre les principes de langage cinématographique, entre guillemets. Je dis pas que mes films étaient exceptionnels, parce que vraiment, en vrai, ils étaient surtout mignons. Je faisais beaucoup d'enquêtes policières, donc vraiment, je pense qu'il y a un petit pattern à chercher. Mais à partir du moment, du coup, quand j'ai eu 15 ans, j'ai fait plus que deux... Enfin, donc c'était sur les 2 derniers stages, on va dire, que j'avais fait. C'est là où j'avais rencontré une amie très proche à l'époque, qui m'avait en fait initiée à tout le cinéma queer, en fait. Parce que c'est l'époque aussi où je me cherchais, où je me questionnais par rapport à mon orientation, etc. Et j'avais quand même pas vu spécialement de films ou pas fait spécialement de choses, mais le premier film que j'estime un peu plus réfléchi, ou en tout cas que j'ai mis sur YouTube, ça a été Parallèle. Et sinon, ça a été ta journée? Ça va. Aujourd'hui, j'ai commencé à 9h, Monsieur Durand, il n'était pas là. Puis après, avec les filles, on est sortis en ville. Avec qui? Les filles. Ça va? Oui, ça va, ça va. C'est chiant d'être normal. Pardon? Non, rien. Donc ça s'appelle Parallèle, et en gros, ça racontait l'histoire de 2 adolescents qui se faisaient harceler globalement, en gros, dans leur vie, et qui se croisent et qui se croisent mais qui se rencontreront jamais. En gros, c'était un peu ça. Et c'est à l'âge auquel, du coup, j'ai commencé à faire des films un peu d'auteur, je mets des guillemets, avec des messages, avec des choses comme ça. Et je pense que c'est là où j'ai commencé vraiment à être passionnée par ça. Je pense qu'avant, je le faisais parce que c'était marrant. Et puis après, à partir de 15 ans, j'ai commencé vraiment à le faire parce que je trouvais ça vraiment hyper cool comme médium. Et donc cet ami-là m'avait conseillé du coup plein de films à voir. Et notamment Xavier Dolan, enfin la filmographie de Xavier Dolan à cette époque-là. Et je me rappelle que ça a vraiment été une révélation à ce moment-là. J'étais en mode, mais waouh, il me transmet tellement de messages à travers ses films, je vais faire pareil. Donc la suite, après de ces découvertes-là et de ces films-là, ça a été de faire des courts-métrages un peu à message, ou un peu avec des métaphores, etc. Avant que du coup je commence les courts-métrages avec un dispositif d'organisation, etc. Je pense que j'ai dû en faire une dizaine, quinzaine, où justement c'était très... fait maison avec des amis, etc. Et après, mais ça a été un peu plus petit à petit, mais ce qui m'a aidé, c'est aussi l'option cinéma de mon lycée. Honnêtement, même avec le recul, pour un film de lycéen, je trouve que c'est pas trop mal. On avait comme thème le point de vue, et on avait fait ça sur toute une secte et tout. Et je jouais le rôle principal, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref. Je vous présente Gaspard. Bienvenue, Gaspard. Merci. Pour que ton intégration se passe au mieux, nous allons t'expliquer tout au long de la journée les règles de vie pour que nous puissions vivre en communauté. Pour débuter, nous avons un rituel avant de manger. Et c'était un court-métrage qu'on devait faire sur l'année. Et du coup, on avait plusieurs week-ends où on tournait. Et c'est là où, du coup, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé par la suite. Et du coup, voilà, mais c'est ce qui m'avait un peu appris le principe de planning, de voilà quoi. Mais du coup, ouais, c'était l'option cinéma au lycée, je pense, qui m'a fait en tout cas recadrer un peu plus tout ça. Donc. Mais bref, on peut passer du coup à la question d'après. Du coup, on peut parler justement de ça, donc de vos premiers dispositifs, donc que ce soit en termes d'équipe que vous connaissez pas, en termes du coup d'argent, budget, etc. Comment est-ce que vous y êtes pris ? Parce que du coup, là, on l'a abordé, on va dire un peu on l'a évoqué, mais du coup, est-ce que vous pouvez approfondir un peu ça ?
Ouais, moi, le premier film que j'ai fait avec des gens, effectivement, que je connaissais pas, mais je pense que ça va être la réponse à beaucoup de premières fois au cinéma en tant que créatrice, on va dire. C'est aussi pour Requiem parce que, justement, en plus, moi à la fac, je n'étais pas quelqu'un de très sociable, peut-être encore moins qu'aujourd'hui. Donc je connaissais pas trop les gens de la promo et tout, et du coup j'ai vraiment fait au coup de cœur sur le pitch. J'y suis pas allée en me disant ah je vais retrouver mes potes et c'est tout. Et donc j'ai entendu le pitch de Lucas qui voulait réaliser son film et je suis allée le voir. Et d'ailleurs très drôle parce que donc, on était dans la même classe et tout depuis 6 mois et on s'est rendu compte par la suite que le week-end on avait le même job étudiant et on travaillait au même endroit. Donc voilà. Mais donc voilà, donc c'est la première fois que je suis allée vers quelqu'un que je connaissais pas forcément et justement j'y allais vraiment pour le projet et donc dans l'équipe c'est que des gens que j'ai rencontrés pour ce projet-là. Certains on a travaillé une seule fois ensemble et d'autres on se voit toujours aujourd'hui, on peut encore éventuellement bosser ensemble sur des trucs et tout donc c'est hyper intéressant. Ouais, en fait, j'ai très peu vu cette transition de me dire tiens, je fais des films avec des amis, ah maintenant c'est un truc sérieux et tout. Enfin, comme c'est arrivé par hasard, le fait de me retrouver dans le cinéma, forcément tout est allé très très vite. Et ouais, donc maintenant je fais des films avec des potes, mais pas dans le même cadre quoi. C'est ça. Ça me fait penser que pendant la production de Requiem, justement, je pense que c'est à la fac aussi où on devait faire des projets pour avoir des notes dans des matières. Et on avait tourné un truc sur un torchon qui appelait, enfin qui avait des lunettes de soleil et qui appelait justement à la manifestation et à la grève et qui appelait tous les syndicats c'est ton délire de se en vrai. rassembler. Je sais pas, j'adore filmer les objets. Ouais, je crois. Et de les animer. Des tasses après, enfin c'est incroyable. Ouais. Et voilà, donc j'adore faire des films faciles et en plan fixe. Ouais, et du coup, par rapport à tu parlais du fait que du coup, il y avait pas mal de gens que vous connaissiez pas, du coup, c'était que des gens de la fac, comment ça s'est passé à Paris-Édouard ? Pour Sans regard, c'est un film où j'avais écrit vaguement un synopsis avant. En gros, on avait une grosse présentation devant tout un amphithéâtre, où dans cet amphithéâtre, nous on était en 2e année, mais il y avait potentiellement des 3e années, des premières années, il y avait des masters, il y avait aussi des gens qui étaient en musicologie. Donc en gros, le but c'est de réunir des équipes et de faire des collaborations entre les différentes promotions. Du coup, ce que j'avais préparé, c'était globalement une petite idée de synopsis. Je savais que je voulais retourner avec mon cousin qui est acteur professionnel de comédie musicale et du coup il avait joué dans Doudou et du coup je voulais absolument qu'il joue dans ce 2e film. Au final c'était que mon 2e film et du coup il y avait eu toute une présentation PowerPoint, pitch, moodboard, etc. Et je crois que j'ai recruté l'entièreté de mon équipe comme ça au pitch. Genre ok, il y a des gens avec qui je m'entendais, etc. Mais je pense que j'étais pas la personne la plus sociable non plus et du coup c'est là où ça a rassemblé des gens. Il y a des gens qui étaient trop en mode waouh, ton inspiration, c'est La La Land, trop bien pour les costumes, blabla. Enfin, les gens sont venus au pitch en fait. Et vraiment, ça a réuni beaucoup de monde parce qu'il y avait un peu le truc ambitieux de on fait une comédie musicale. Ouais. Et voilà, enfin, c'est comme ça qu'ont été recrutés les scénaristes parce que j'étais pas du tout scénariste du film. Je suis vraiment dirigé de loin. Ok. Enfin, bref, voilà, on a réuni globalement une équipe d'une quinzaine de personnes en totalité. Et ça m'a un peu appris le côté d'être chef d'orchestre, c'est-à-dire de déléguer des choses, d'avoir différents pôles et de juste donner la direction pour tout ça. Et on a par contre directement pris le parti pris de rechercher des financements. Là, c'était via une cagnotte, mais pour avoir plus de liberté au niveau des transports, etc. Il fallait défrayer mes 2 super acteurs qui venaient de Paris. Enfin, il y avait déjà de l'ambition à ce niveau-là. Et voilà. Et c'était combien du coup votre budget ? De mémoire, on a atteint les 2000. Ok. Et est-ce que tu saurais dire à peu près comment ça a été réparti ou pas ? J'arrive pas trop à me souvenir. Je sais qu'il y avait pas mal de régie, un tout petit peu de location, vraiment des acteurs. Niveau location, on a eu tous les lieux gratuitement et c'était des très beaux lieux. On a eu une salle des fêtes, on a tourné devant la Comédie Odéon. Notamment dans les lieux plutôt cool et après dans les rues où on a demandé des autorisations. Je sais qu'on s'est fait un peu plaisir sur les petits goodies à la fin.
et de mémoire, il restait un peu de budget à la fin. Ok. Qui a servi à la plus ou moins distribution, mais malheureusement, le film, il n'a pas pu avoir une belle vie après parce qu'il y a eu des problèmes de son au niveau des dialogues, quand il y avait vraiment des dialogues, c'est-à-dire pas au niveau des chansons, c'était nickel. Mais du coup, ça fait que le film, juste, il n'est pas montrable dans un contexte de cinéma, quoi. Okay. C'était trop mal mixé et la prise de son live était pas bonne. Okay. Du coup, ça a un peu flingué la vie du film, quoi. Ouais, ok. Moi, pour Requiem, on a eu un budget de 1 200 €, ce qui nous paraissait énorme. Et pareil, c'était de la cagnotte, donc... Mais je me souviens qu'il y avait des gens que je connaissais pas ou très peu qui avaient donné, et du coup, j'étais trop contente. C'était vraiment le premier projet. Et du coup, c'était trop cool. On a pu faire plein de choses. Notamment, on avait loué un bar pour pouvoir tourner une scène. On avait pu acheter des costumes. Voilà, enfin, tout était vraiment... dès qu'on pouvait trouver un truc gratos, on le faisait, parce qu'avec 1200, tu fais pas non plus des trucs de fou. Surtout qu'on avait tourné quand même 7 ou 8 jours. Enfin, c'était vraiment un truc énorme. Enfin, pour nous... Ouais, c'était... Mais en fait, parce qu'on avait pas mal de lieux dans mes souvenirs, et pareil, c'était trop bien parce que du coup on avait on nous avait prêté une sorte de van, je sais plus quoi, et parce qu'on devait faire un kidnapping et tout, du coup on avait vraiment pu payer l'essence, payer les costumes et tout, et je pense que le plus cher effectivement ça a été les décors, même si on a eu pas mal de prêts quand même, notamment le CCO de Vaux-en-Velin qui nous avait prêté leur sous-sol, c'était trop bien. Et sinon, ouais, la régie à fond. Vraiment tout ce qui était nourrir les gens et finalement les défrayer. Ok. Ouais. Trop bien. Mais je pense qu'après on pourra revenir sur le principe de cagnotte, sur déjà comment la faire, quelles sont pour nous les limites, etc. Moi, du coup, le premier film sur lequel j'ai participé avec une équipe que je connaissais pas, moi, c'est que j'avais répondu à un appel sur Facebook, sur un groupe type réseau audiovisuel Rhône-Alpes, etc. Et c'était une meuf qui cherchait en fait toute une équipe technique, du réal à tout, tous les postes, parce que elle était la scénariste du film. Et j'avais pas d'assistant réel, donc c'est la personne qui est globalement en charge du planning. Donc ce qui fait que c'était très compliqué. En fait, on a tourné, il me semble, sur 4 ou 5 week-ends chez mes parents. Ce projet-là donc, avait réuni tous les postes, etc. La scénariste avait réuni tous les postes. Donc on avait trouvé sur Facebook, on avait fait une première réunion dans un bar. Et moi, c'était du coup ma première réal que je pensais... donc ce qui va pas être le cas, mais penser être professionnelle, ou en tout cas professionnalisante, parce que j'avais fait du coup que mes courts-métrages là avec mes amis, et en fait c'est que ça a été un énorme bordel, voilà. Concrètement ça a été un énorme bordel, parce que y avait vraiment pas d'argent du tout sur ce film, c'était que les gens qui ramenaient tous leur matos. Le chef op image, c'est Victor, c'est devenu un de mes steadicamers après, et un de mes chefs op image sur mes autres courts-métrages par la suite. En chef élect, pareil, c'était Ambre, et elle avait ramené un peu de son matos, il me semble, et peut-être qu'elle en a eu de son école, je m'en rappelle plus. Mais pareil, on n'avait vraiment pas de matériel, c'était que les matériels des gens, et moi, du coup, c'était la maison de mes parents. Et du coup, on a tourné 4-5 week-ends chez mes parents, mais étalés sur 3, 4, 5 mois. Je sais même pas comment on a fait pour finir ce projet, tellement c'était un micmac compliqué, quoi. Et puis les projets qui après ont été portés, on va dire, entre guillemets, que j'ai porté, on va dire, plus personnellement, et que c'était pas du coup le projet de quelqu'un d'autre, ça a été donc Jouissif et L'une et l'autre. Et L'une et l'autre, ça a été écrit par Ambre, donc que j'avais rencontré sur ce projet-là. Bon allez, tu viens ? Et Ambre, du coup, m'avait fait part de son scénario où ça parlait les 2 films tournaient autour de la culture du viol, et ça abordait dans le film d'Ambre qui s'appelle L'une et l'autre, donc qui est sur YouTube, qui est disponible et qu'on a laissé, etc. Donc qui parle du coup de la recherche d'identité et aussi de l'adoption. Donc c'est pour ça qu'elle m'avait proposé à moi, comme j'ai été adoptée, il y avait ce truc-là de lien, et aussi par la thématique de la culture du viol, comme en parallèle je faisais Jouissive, donc qui parlait vraiment de ça.
Et sur ce film-là, sur Jouissif, c'est là où j'avais, on va dire, construit une équipe. Donc c'était l'un des premiers films avec les dissociés qu'on portait. Donc Théo, du coup, lui, était vraiment prod et assistant réal dessus. Ou il était peut-être pas prod, il était juste assistant réal et moi, j'étais prod dessus. Et il me semble qu'on avait fait une cagnotte aussi, donc pour Jouissif. Et on avait récolté sur la cagnotte 500 €. Et moi, je crois que j'avais mis 300 € de ma poche. Donc le film a coûté 800 €. Et voilà, et je l'avais fait en fait après ma première année d'école de cinéma. Parce que du coup, j'ai fait une école privée de cinéma. Et du coup, on avait déjà, on va dire, un petit peu l'expérience de ce qu'est le cinéma. Sauf qu'il y a eu le Covid en même temps. Donc globalement, on n'a quasi pas fait de tournage. Mais l'équipe, elle s'est globalement recrutée par les gens de l'école. Donc c'est, je pense, à 80% des gens de mon école de ciné. Et les 20% restants, c'était mes amis, je pense. Oui, Théo Jouve, c'est du coup le cofondateur des Dissociés. Et donc c'est avec lui qu'on a porté ces 2 premiers projets. On avait du coup fait les Dissociés à cette époque-là pour faire donc nos courts-métrages un peu en indépendant, parce que nos films n'étaient pas sélectionnés donc, dans cette école. Et on voulait quand même les faire. Et donc on s'est dit, bon, bah, on va créer une asso et on va faire ces films-là. Il m'a surtout suivi un peu dans mon DEL, mais c'est lui qui a permis en fait de tout cadrer, parce que moi j'étais un peu, on va dire, le cerveau artistique, mais je mets des guillemets là-dessus, mais en tout cas c'est moi qui voulais les idées artistiques. J'avais plein d'ambitions, plein d'envies, machin, etc. Et lui il était en mode, ok, non, déjà on va recadrer un peu l'ensemble. Et du coup c'est lui qui a fait assistant réel sur les 2. C'est Théo du coup qui a beaucoup aidé à cadrer ça. Sur l'une et l'autre on n'avait vraiment pas de budget. Pour le coup il me semble qu'on a gagné 80 € sur la cagnotte de l'une et l'autre. Mais en même temps on n'a pas voulu la faire vivre parce qu'on n'en avait pas spécialement besoin. Ça a été du coup Ambre et les Dissociés qui avons permis la production du truc, dans le sens où c'était beaucoup de matos de sa part. Il y avait beaucoup de matos de son école aussi qui prêtait. Et en fait, on n'a quasi rien dépensé à part la régie, mais qui a coûté vraiment rien du tout. Mais c'était sur 3 jours et demi, je pense. Et Jouissif, c'était sur 4 jours. Et lui, bah, c'était beaucoup sur... je pense que c'était beaucoup de la régie. Voilà, c'était beaucoup repas, transport. Et le matériel, il me semble qu'on a loué quelques petits trucs. Mais pareil, c'était que du matériel des gens. Et donc, je remercierai jamais assez les gens qui prêtent tout leur matos comme ça. Mais ça restait quand même du matériel, on va dire, semi-amateur, semi-pro. Donc, le rendu fait un peu ça aussi. On est dans une voie d'ouverture de la libération de la parole. Mais et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qui est important de soutenir, plus que le mouvement, plus que les manifestations. En tant qu'homme, pour nous, peut-être l'enjeu il est là de encourager les femmes à s'émanciper. Donc par rapport au premier film que l'on a fait, souvent l'étape un peu cruciale et celle qu'on redoute un peu tous, c'est l'étape de la post-production, donc ce qui inclut le montage, le mixage et l'étalonnage. Donc qu'est-ce qu'on a à partager sur ces moments-là ? La première fois où j'ai eu vraiment affaire à la post-production, c'était avec Doudou, déjà. Et en fait, j'ai eu pas mal de chance parce que c'était assez formateur. En gros, la personne qui a fait le montage, c'était une amie à ma mère qui était monteuse pour Euronews. Ok. Et du coup, bah, c'était son métier. Et du coup, je me souviens qu'elle avait fait une première version de montage et d'étalonnage d'ailleurs. Et c'est marrant parce que j'avais quand même des trucs à redire. J'étais en mode, ok, est-ce qu'on peut plus laisser durer les plans là ? Est-ce qu'on peut plus raccourcir ça ? Et du coup, il y avait déjà une relation réelle-monteuse où j'ai pu poser une direction artistique sur la post-prod. Et c'est un ami à mon père qui a fait la post-prod son parce qu'il était compositeur, DJ, il fait du piano, enfin voilà, c'était quelqu'un qui était dans le milieu de la musique et du coup pareil avec qui j'ai pu travailler sur le son du court-métrage. Donc ça a posé, enfin j'avais déjà des attentes de post-production et des envies hyper tôt. Enfin dès Doudou, je savais ce que c'était la post-prod et son importance. Donc là ça s'était relativement bien passé. Pour Sans Regard, du coup c'était un camarade de fac, un ami de fac qui avait fait la post-production, le montage. Et là, ce que ça m'a appris, c'est le fait d'être dans un box de montage et de faire le montage avec le monteur. Enfin, d'être là pendant les étapes de montage, etc. et d'avancer ensemble. Du coup, je dirais que sur ces 2 premiers films, ça s'est bien passé parce qu'il y a eu une certaine rigueur qui s'est mise de... Enfin, on avait une certaine rigueur là-dedans.
Mais du coup, voilà, ces 2 premières expériences de post-production ont été assez formatrices parce qu'il y avait déjà une certaine rigueur, une envie, etc. Par contre, à chaque fois, ça faisait ressortir des soucis techniques. Genre, au final, enfin, la post-prod a toujours été carrée, mais sur le tournage, bah, on n'avait pas les compétences. Même si on avait des petits ateliers autour du matériel à la fac, on avait des petites sessions de tournage pour s'entraîner. Et où on avait, nous, essayé de s'entraîner à la captation de chant, enfin, à tout ça. Mais ça a fait que bah, la post-prod faisait ressortir les problèmes techniques. Et ça a été les problèmes techniques de son, notamment, ça a été un problème sur, franchement, mes 4 premiers films. Vraiment. Et du coup, c'est une crainte. Ouais, Tout le temps maintenant, bien parce sûr. que je me suis vraiment rendu compte qu'on peut pardonner une image, mais pas du tout le son. Genre, faut que le son il soit nickel. Et du coup, Complètement. ça, c'était un peu le rip des 2 premiers films où le son était, dans les 2 cas, problématique. Enfin, franchement, il y avait un gros problème. Carrément. Bah moi sur le montage, j'ai pas de souvenir. Après comme, enfin, peut-être que j'avais pas beaucoup de retours non plus. Ça se faisait surtout entre le réalisateur et la monteuse. Et donc c'était Alice qui était dans la classe aussi, qui était peut-être en spé montage, en bac pro, en licence pro montage, je sais plus. Je pense qu'il n'y a pas eu des énormes problèmes au montage, à part qu'effectivement le réal se rendait compte que même d'un point de vue technique, forcément on n'avait pas accès à tout le matos qu'on voulait, donc c'était pas vraiment l'image qu'il avait en tête, etc. Mais je pense que ça, enfin dès le début on nous avait dit, la première chose c'est faites votre deuil de votre film parce qu'il sera pas comme vous l'imaginez. En montage, ça a été un peu long, mais parce qu'on avait tous et toutes nos vies à côté, notamment à la fac, où du coup, en général, soit tu bosses à côté, sinon t'as d'autres rendus aussi à faire, etc. Donc ça prenait vachement de temps. Mais non, il n'y a pas eu trop de galères. Peut-être que, enfin, j'ai eu vachement plus de galères récemment, justement, sur des films où je n'arrivais pas à récupérer le son. Vraiment, enfin, genre la Genre personne lequel qui s'occupait de Victor Hugo. Ah ok, oui, c'est vrai. Tu m'as dit. On a galéré pendant un moment, et encore une fois, c'est juste que chacun, surtout à ce moment de la vie, chaque personne avait ses propres contraintes et tout. Et du coup, c'était très très long de récupérer Ouais. le film bien. Voilà, et donc là, on l'a enfin au bout de 2 ans. Bon, petite anecdote sur la fac, je trouve que les profs plaçaient la barre très haut, que ce soit techniquement, en écriture et tout, alors qu'ils nous formaient pas à ça. Oui. Et je trouvais ça assez ironique de eux qui galéraient à faire fonctionner les caméras, et du coup, bah, pour la transmission, c'était compliqué des fois. Et surtout, ils avaient des attentes on était à Lyon 2, ils avaient des attentes de films engagés, de films d'auteur, et il y a beaucoup de groupes qui se sont orientés vers le film de genre, ce qui ne n'empêche pas d'être engagé en plus. Enfin, moi, c'était mon premier film queer, Sans regard. Et du coup, on s'était fait tous pas mal fait saquer. Et c'était quand pas même. assez engagé que ce soit un film queer. Ça leur parlait pas. Les références à la fac, c'était quand même Truffaut, c'était Godard, c'était la nouvelle vague, et du coup ça nous cantonnait un peu à une image de cinéma réaliste social, que je comprends son intérêt, je comprends son importance dans l'histoire du cinéma, mais le cinéma ne se cantonne pas à ça. Donc heureusement on avait d'autres professeurs comme Vincent Cardona qui nous montraient un autre cinéma. À Cannes. C'est ça, qui a gagné un César et qui était au dernier festival de Cannes. Bravo. Mais du coup, qui nous montrait du cinéma de genre et qui nous faisait des analyses de films de cinéma comme des films de Bong Joon-ho. Et tout de suite, bah, ça ouvre à autre chose. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, voilà, la fac, on pourra parler des études dans un autre épisode. Mais ça, c'est un épisode dédié. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Est-ce que faire une école de cinéma, faire la fac, Bon, bref. Du coup, moi, par rapport à la post-prod, je dirais que les enjeux majeurs, effectivement, c'était le son et la narration. Avant tout, parce que l'image concrètement, en fait, en vrai, je la voyais sur le plateau, je savais que ça allait pas être très différent après en post-prod. En image, j'estime que c'est même plutôt correct par rapport au niveau qu'on avait à cette époque-là, par rapport aux envies que j'avais, et je pense que j'avais une envie de film un peu réaliste aussi, en mode que c'est pas grave si c'est un peu moche, je sais pas comment dire, mais dans le sens où que c'est pas grave si c'est très brut et sur le vif. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au son, pour le coup, ça a beaucoup été rattrapé en post-prod. J'ai eu la chance de tomber sur des mixeurs et mixeuses. Non, que mixeurs pour le coup. Mais bref, j'ai eu de la chance de tomber sur des mixeurs qui avaient un beau bagage. Par contre, ce qui se rattrapait moins, mais qui a quand même beaucoup été rattrapé, c'était la narration et ce que je voulais en raconter. Parce que je pense que ce soit en école de ciné ou même de base, parce que l'expérience fait que, on passe pas assez de temps sur le montage en prépa.
Et je pense que c'est hyper important parce que en fait, ton montage va raconter ton histoire et ce que tu as en tête va jamais rendre pareil sur le plateau, sauf si tu le prépares extrêmement bien en amont. Et moi, j'avais fait un peu cette erreur dans le sens où au scénario, mon histoire en soi, elle marchait, elle fonctionnait. Sur le papier, ça fonctionnait. On le tourne exactement comme je l'ai écrit. Et au montage, ça ne marche, mais pas du tout. Et du coup, ça a été grâce aux monteurs et monteuses avec qui j'ai pu travailler que ça a beaucoup évolué. J'ai beaucoup travaillé du coup avec la même personne qui est Sébastien et qui est encore maintenant le monteur de quasi tous nos films chez Les Dissociés. Pas tous, mais une grosse majorité. Et du coup, Sébastien, par exemple, sur L'une et l'autre, a rattrapé énormément de choses qu'on comprenait plus du tout. Et donc, il a changé, en fait, les séquences de place, les narrations, etc. Et sur Jouissif, donc c'était Tommy, un camarade de classe qui avait fait le montage. Et pareil, en fait, il a changé toute la structure du film, qui fait que ça fonctionne. Mais que effectivement, c'est à ce moment-là où tu fais vraiment la croix sur ce que tu voulais raconter. Parce que je pense que ça raconte toujours un peu le même fond, le même message, mais pas du tout de la manière dont je voulais le faire. Je pense à cette époque-là. Et je pense que le gros de la post-prod, en fait, à ces moments-là, et même encore un peu maintenant, c'est le temps que ça prend. Parce que comme c'est bénévole, les gens font ça à côté, et ce qui est normal, mais c'est que du coup, souvent, ça manque un petit peu de rigueur quand même, ça manque de communication entre les différents pôles, et du coup, en fait, ça prend des durées, mais que j'estime pas normal pour le temps que c'est comme film et le travail que ça demande en réalité. Mais après, c'est normal, c'est les débuts, parce que le tournage, il se cantonne à entre 4 et 6 jours. Et donc, du coup, t'es obligé de faire tout ce que tu as besoin de faire, alors que le montage, comme on est bénévole et qu'on n'a pas de distributeur, globalement, on n'a pas de vraie date, de vraie date limite. Donc, je pense que c'est ça les grosses parties. Et du coup, maintenant, je pense que j'essaye de penser mon montage en prépa pour essayer de faire en sorte que ça roule bien en montage. C'est vrai que c'est un gros enjeu la post-prod et où même encore sur le tout dernier Chronique de la forteresse et du King, j'ai vachement appris. Enfin, je pense c'est tellement important d'avoir l'avis du monteur dès l'écriture du scénario parce que lui, il peut soulever des choses que nous, en tant que réal, à fond dans notre idée, on se rend pas spécialement compte qu'au niveau structure, etc., au montage, il y a des trucs qui pourraient ne pas marcher et du coup, quand tu te retrouves à la post-prod, des fois, il manque un peu des éléments, il manque des trucs, il faut retourner des choses, il faut bouger des séquences de place. Enfin, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler avec les différents chefs de poste tout le long, quoi. Mais c'est quelque chose où des fois, on a du mal à anticiper quand on est dans nos tout premiers films où on découvre déjà le fait de devoir gérer toute une équipe. Complètement. Mais c'est marrant parce que vous avez tous les deux parlé de son comme problème en tout cas dans vos premiers films. Et nous, on avait eu la chance d'avoir quelqu'un qui était justement en professionnalisation ou déjà pro, je sais plus. Mais comment je crois que j'avais lancé un appel à équipe, pareil, et puis elle avait répondu, donc c'est Émilie qui était venue sur ce film. Et en vrai, on avait pu faire du son super propre alors qu'on avait des conditions trop pourries. C'est pas un problème que j'ai eu sur ce film-là, peut-être par la suite, où on a eu des soucis, mais plus sur Victor Hugo, notamment parce qu'on tournait dans un théâtre du coup qui résonnait beaucoup. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment eu ce problème de son, c'est marrant. Enfin, pour rebondir là-dessus, entre autres, en vrai, moi, c'est pas forcément à cause des techniciens, parce que déjà, je ne leur reproche rien, mais c'était surtout par rapport à comment on envisageait le son. Dans le sens où, par exemple, dans L'une et l'autre, en fait, sur le Jouissif, il n'y a pas eu de problème de son, mais sur L'une et l'autre, par exemple, on tournait dans un cimetière, il y avait un vent de ouf, et on s'en fichait un peu. On était en mode, c'est pas grave, on va faire la scène, ça va fonctionner, alors que le son était horrible. Et même si... en fait, c'était le principe même du tournage et de la scène, comment on l'avait imaginé, où ça prenait pas vraiment en compte le son. Et en fait, j'étais en train d'y penser, mais sur tous mes autres films, donc avant, on faisait aucun traitement de son et ni d'étalonnage.
On faisait rien sur tous les films amateurs que j'ai pu faire. On faisait juste le montage et du coup, c'était moi qui faisais le montage. Et du coup, je faisais pas de mixage ni d'étalo, quoi. Mais le truc sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'en fait, je me suis aussi beaucoup formée grâce aux 48 heures. Parce que j'ai fait, je pense, une petite dizaine de 48 heures quand même. Et ça a été beaucoup, du coup, grâce à YouTube, au tuto YouTube, Rouge, Vert, Bleu, Les Parasites, Ludoc, et tous un peu les YouTubeurs comme ça, ciné. C'était Les Parasites, par exemple, qui avaient parlé des 48 heures, et on s'était dit, bah ok, on va le faire. Et c'était en faisant ça que, du coup, tu te formes aussi beaucoup, je trouve, parce que tu as 2 jours, concrètement, pour tout faire. Et après, de fil en aiguille, je trouve que tu t'améliores sur les points sur lesquels ça allait pas. Et moi, souvent, c'est la compréhension de mes films. Genre, je pense qu'on les comprend pas trop. Enfin, ça dépend. Les derniers, peut-être un peu plus. Mais je pense que c'était beaucoup sur ça où j'avais beaucoup de problèmes d'écriture, en fait. Je pense tout simplement. Et qui, du coup, se répercutait, sur la post-prod, quoi. Voilà. On va donc quasi conclure. Donc, c'est 2 questions en une. Donc, qu'est-ce que vous avez retiré de ces expériences-là et qu'est-ce qui fait que pour vous un film est intéressant à développer, à faire, à mettre en œuvre? Qu'est-ce qui vous fait dire ok, ce film-là, on va mettre notre énergie pour le faire concrètement? Et quand je dis qu'est-ce que vous en avez retiré, etc., c'est quels seraient peut-être les conseils ou alors les choses sur lesquelles vous aimeriez rebondir. Voilà. Je pense que ce que ces 2 premiers projets m'ont appris en premier lieu, c'est vraiment la gestion d'équipe. Parce que je faisais beaucoup de dessins, de bandes dessinées, et ça, il y a un truc très solitaire là-dedans, où on va dire dans toute la production de l'œuvre, tu peux la faire seul, quoi. Alors que là, il y a une notion de gestion d'équipe, de créer ensemble quelque chose, et de savoir transmettre des directives, des intentions, des envies à d'autres gens qui vont apporter leurs pattes et les exécuter. Donc je pense que c'est vraiment le premier truc que ça m'a appris, et également un peu tous les domaines et étapes de création d'un film. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que sur un film on voyait il y a telle erreur, tel manquement, tel oubli, sur celui d'après c'est quelque chose auquel tu fais gaffe, puis tu découvres un autre oubli ou truc que tu as négligé, qui du coup tu fais attention la prochaine fois, et en fait c'est hyper formateur d'avancer petit à petit en se permettant d'expérimenter sur des projets comme ça. Je pense que j'aurais adoré découvrir les 48 heures, découvrir les kinos, des projets comme ça, de un peu laboratoire d'expérimentation plus tôt. Parce que du coup, à chaque film, il y avait déjà un enjeu de mois à mois, ou vis-à-vis de la fac, où d'un côté, tu dois quand même rentrer dans un cadre de productivité et de un résultat plutôt cool, quoi. Mais il y avait vraiment cet aspect d'expérimentation. Les kinos, c'est des concours, c'est des défis de court-métrage en 3 minutes 30 où il y a un thème et une contrainte donnée. Et c'est c'est bimensuel. Voilà. Et c'est porté par l'association, nous à Lyon, Kino Lyon, mais il y a des structures un peu partout à l'international de ça. Voilà. Et les 48 heures, je sais pas si je l'ai expliqué, mais en gros, ça vient du 48 Hour Film Project. Et on a 2 jours, donc 48 heures, pour écrire un film, le tourner, le post-produire et le rendre tel quel. Et on a du coup un personnage contrainte, une réplique contrainte et un objet contrainte. Et un genre contrainte. Pour moi, qu'est-ce qui fait que je vais avoir de l'intérêt pour un projet? Maintenant, je pense que c'est le message de fond qu'il y a dans le film. C'est que je pense que j'arriverai pas à faire un film qui porte pas un message, que ce soit dans un aspect social, un aspect politique, une forme de militantisme, quoi. Du coup, les thématiques qui vont me toucher personnellement, c'est les films queer, les films sur l'écologie, sur la politique actuelle. C'est pas obligé d'être la thématique principale du film, mais pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui va résonner et faire réfléchir les spectatrices. Ça peut être aussi sur la santé mentale, sur les émotions, sur quelque chose de très intérieur et de très humain. Mais du coup, je vais m'intéresser aux films qui ont un message de ce côté-là. Et j'aime bien quand les films le font d'une manière très ouverte et très... justement, quand c'est pas spécialement le sujet, quand on s'attend pas à ce que le film nous amène dans ces retranchements-là. On en parlera sûrement dans de prochains épisodes, mais moi, mes inspirations, c'est par exemple Taika Waititi, qui fait des films où souvent c'est de l'ordre de la comédie, mais ça n'empêche pas un sujet de fond hyper fort. Jojo Rabbit sur les jeunesses hitlériennes, Boy sur les pères absents.
Il y a vraiment un sujet de fond très sérieux, mais c'est raconté avec humour, avec émotion, avec poésie. Et du coup, c'est ces films-là qui vont m'intéresser. Où je me dis, ok, faut les porter pour que les gens puissent réfléchir à tout ça. Moi, ce que je retire de ces expériences, mais comme tu disais, c'est que la gestion d'équipe est hyper importante. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais on est obligé de travailler avec des gens avec qui on ne s'entendrait pas. Pour autant, il faut savoir en retirer les bonnes choses aussi. Ça pose aussi la question ouais, de faire un tri sur ce qu'on accepte ou pas. Enfin, moi, c'est une question que je me posais déjà à l'époque, mais où je me suis vraiment retrouvée dans les dissociés, justement, où on n'accepte pas tous les comportements sur un tournage sous prétexte que... Non, mais voilà, enfin, tu vois, c'est vraiment des valeurs... Donc pour moi, il y a un peu de ça aussi que j'en retire, c'est on a des valeurs et il faut qu'elles soient présentes aussi dans les projets, sinon ça perd de son sens. Et justement, ça en vient justement à sur quel type de film moi j'accepte de retravailler maintenant. D'une part, comme tu disais, c'est hyper important que pour moi il y ait des messages ou des choses comme ça, sinon c'est très rare que je dise non, mais je serais peut-être plutôt juste en conseil, juste vite fait, voilà ce que moi je te conseillerais de faire, qui je suis déjà pour donner tant de conseils, mais voilà ce que moi j'aurais fait à ce moment-là. Prends et c'est tout, parce que c'est important que tous les films puissent vivre. Pour autant, moi je préfère m'impliquer dans des films effectivement où il y a une valeur politique qui me ressemble, où il y a un message qui est passé et où j'ai l'impression aussi de faire évoluer les gens, de me faire évoluer moi-même, parce que ça m'apporte des questionnements à moi aussi. Typiquement, toutes les questions queer, j'étais pas aussi au fait que depuis que je bosse avec les dissociés. Mais sur plein d'autres questions, enfin même sur les questions environnementales, etc. Donc je pense que c'est vraiment ça qui fait que j'accepterais de retravailler. Et puis forcément aussi les gens, ça va dépendre de ça aussi. Si un ou une pote me propose un court-métrage ou quoi que ce soit, je m'investirai avec grand plaisir parce que je sais qu'on va kiffer et que ça va être une expérience collective. Complètement. Et qu'est-ce que j'en retire de ces expériences ? Que c'était marrant. En fait, je pense que c'est, pour la plupart en tout cas, c'est que vraiment je passais un bon moment. Genre les souvenirs de tournage, c'est rare que j'en ai un mauvais souvenir. Souvent, c'est des très bons souvenirs de partage, d'entraide et on a un but commun qui est de faire le film. Donc c'est hyper... je dirais que c'est assez enivrant, en vrai, comme énergie de plateau. Enfin, donc ça... et par rapport à du coup toutes les films qu'on a pu faire avant, c'était d'expérimenter, c'était de tester des choses et c'est encore le cas maintenant. Et qu'est-ce qui ferait que maintenant je me retrouverais sur un projet, du coup on va dire plus en tant que prod ou réal, parce que ce sera un tout autre sujet, le bénévolat c'est encore un autre épisode et tout, bref. Mais c'est quand je peux en apprendre quelque chose, quand je peux en ressortir grandi. Mais au sens large du terme, c'est pas forcément un sujet qui doit être éducatif ou quelque chose comme ça. Après, souvent, effectivement, dans mes sensibilités, souvent, c'est quand il y a un message politique. Ça peut m'arriver que ce soit pas le cas, mais alors il faut que ce soit très bien amené, il faut qu'il y ait une forme qui soit originale ou qui soit forte. Pour moi, c'est pas enfin, comme pour moi, le cinéma est en lui-même politique et que l'art, de manière générale, est politique et politisé. La manière dont tu vas aborder le film va être engagée pour moi. C'est pas forcément le sujet en lui-même. Par exemple, pour prendre un exemple comme ça, dans un des réals que j'ai pu produire, c'est Sébastien Viard, donc le monteur dont on parlait tout à l'heure. Il fait pas spécialement du cinéma politisé en tant que tel. Ces sujets ne le sont pas. Mais le film, par exemple, qu'on a produit, qui s'appelait Zebra, parle indirectement quand même de la condition des travailleuses dans l'art, a un personnage racisé, étranger, qui comprend pas exactement les coutumes du pays. Donc, en fait, pour moi, c'était engagé en soi, mais en vrai, l'histoire parle d'une expérience scientifique où tu reçois du venin d'une sorte de mouche. C'est pas politique en soi, mais c'est la forme en fait qui moi me convenait, et je pense que c'est la personne avant même le projet, je pense, qui m'intéressera ou pas, dans le sens où c'est des personnes avec qui tu vas passer des mois voire des années à travailler dessus, et si tu t'entends pas avec, je pense que c'est très compliqué.
Et pas forcément, comme tu l'as dit, obligé d'être meilleur ami, mais au moins de se respecter, d'être honnête, et tu sais que tu vas passer un bon moment. Voilà. Et pour conclure, si vous aviez un ou quelques conseils à donner à une personne qui n'a jamais encore vraiment réalisé de film ou a fait quelques courts-métrages amateurs et aimerait lancer, on va dire, une production un peu plus avec une équipe, etc. Les projets dont on vient de parler finalement, ce serait quoi? Ce serait vraiment, vas-y, fonce, tente, fais ce qui te fait kiffer. De toute façon, on commence quelque part et juste, faut juste savoir se mettre en valeur, savoir s'entourer aussi. Et je pense qu'à partir de là, à partir du moment où tu as des gens avec qui tu pars sur le projet, mais ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être 15 personnes, à partir du moment où tu as su t'entourer et que tu sais où est la plus-value de ton film, parce que tu l'as réfléchi en amont, forcément tu trouveras quoi en faire et surtout amuse-toi. Moi c'est un vrai truc qui me manque aujourd'hui, c'est juste de prendre ma petite caméra et d'aller faire des trucs, mais parce que j'ai plus le temps, tu vois, c'est pas parce que je m'interdis de le faire ou quoi, c'est juste j'ai plus le temps, mais juste prends ta caméra et fais un truc, et puis de toute façon peut-être ce sera pas le film de l'année, ce sera très certainement pas le film de l'année, ni le tien ni celui des autres, mais pour autant ça va être un gros kiff, tu vas découvrir des trucs, tu vas avoir des idées en le faisant, et en fait vas-y quoi. De fou. Je rejoindrais Chérine sur l'aspect de faut faire, et du coup si on veut être scénariste, écrivez des histoires. Si on veut cadrer, filmer des trucs même au téléphone, s'entraîner à la photo, au cadre, à l'image. C'est juste chouette d'expérimenter, de s'amuser avec l'écriture, avec l'image, etc. Et quand on veut produire un premier film, un premier projet, le porter, le plus important c'est, je pense, de faire des rencontres, de rencontrer les gens, rencontrer son équipe, de trouver les gens avec qui faire une équipe, parce qu'un film ça se fait pas seul. C'est chouette d'expérimenter seul et je trouve ça vraiment intéressant, mais le cinéma c'est pas quelque chose que tu fais seul du tout. Et du coup il y a un aspect de rencontrer des gens, écouter des retours, discuter autour des différents sujets du film, réfléchir ses intentions avec tous les chefs de poste, etc. C'est une aventure humaine, le cinéma, et du coup il y a ce truc de rencontre, discuter et créer avec des gens. Donc je pense que c'est hyper important. Je vais pas du coup revenir sur tout ce qui a été dit. Je suis d'accord globalement sur le fait d'oser, de faire les choses et de s'entourer. Je dirais que c'est en fait de tester des choses nouvelles à chaque fois. Je pense que ça c'est... après si c'est un premier film, voilà, mais c'est de tout le temps sortir un peu de sa zone de confort. Je trouve ça très intéressant. Comme là, ce qu'on fait en fait avec ce podcast, c'est on sort complètement de notre zone de confort. L'énergie de faire, et je pense qu'effectivement l'entourage est le plus important, et qu'en fait le produit final n'est pas le plus important, même si c'est ce pourquoi on se réunit, mais c'est vraiment le chemin qui va être, mais pareil, conseil bateau, c'est pas la destination, c'est le chemin, mais qui est important. Mais je pense que c'est assez parlant, quoi. Et donc pour finir, et ça c'est vrai que c'est vraiment la fin, si vous aviez une ou quelques ressources à conseiller pour commencer un premier film, pour faire un film, qu'est-ce que ce serait, pour donner des clés là directes en fait aux auditeuristes qui auraient envie de se lancer dans un premier film? Et on mettra ces références là en description. Du coup déjà la chaîne Rouge Vert Bleu sur YouTube. Il me semble qu'ils sont pas que sur YouTube, mais en tout cas la chaîne Rouge Vert Bleu sur YouTube, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Ils font des tutos sur globalement tout, sur la post-prod, sur la réal, la direction d'actrice, sur la lumière, sur le son, bref, un peu tout. Et c'est des tutos très simples et assez courts pour bien comprendre. Et enfin, je finirai sur les making-of, les coulisses de films. En général, moi, ceux que j'ai beaucoup vus, donc c'est ceux des Parasites, je conseille globalement les mêmes choses, mais parce que c'est ce que j'ai vu, mais c'est sur toutes les personnes sur YouTube. Je pense que c'est hyper intéressant de regarder les coulisses donc, de ces films-là, parce que c'est là-dessus que j'ai appris plein de petites techniques et petites bidouilles. Voilà, donc prenez votre film préféré, tapez sur internet le titre du film et making of, et peut-être que vous tomberez sur des anecdotes, des articles ou des choses comme ça. Donc voilà. Je suis d'accord avec Maëva sur cet aspect de regarder les coulisses, de regarder les making-of. Dans le même sens, lisez des scénarios.
Franchement, la plupart des films qu'on regarde, le scénario est disponible gratuitement sur Internet. Il y a beaucoup de scénarios disponibles, il y a aussi beaucoup de storyboards disponibles. C'est hyper intéressant de voir comment sont composés les plans, comment ils sont pensés en amont et comment ils sont réalisés ensuite. Après, il y a beaucoup de livres sur la structure de scénario, construire ses personnages, etc. J'ai pas de ressources précises, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, je trouve que c'est important, c'est important à notre époque de réfléchir à ce qu'on montre à l'écran et comment on le montre. Du coup, je recommanderais Le regard féminin de Iris Bray pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est filmer et qu'est-ce que ça veut dire la manière dont on filme. Parce que la manière dont sont filmés nos personnages, ça veut dire quelque chose de ce qu'on pense, etc. Et donc autant maîtriser ce qu'on veut montrer à travers une image. Et donc je pense que maintenant c'est un peu une obligation de prendre conscience du pouvoir du regard de la caméra. Donc voilà, Le regard féminin de Iris Bray. Je suis d'accord avec toi. Je dirais aussi quand même, ça va dans ton sens, mais c'est pour contrebalancer un peu, de pas trop se prendre la tête avec genre justement les livres de grosses théories de comment écrire son scénario. Je pense qu'en fait en s'imposant à lire des gros livres, etc., je parle pas d'Iris Bray, mais à lire comment faire un film de, j'ai plus les titres, mais bref, de John, je sais plus quoi là. Ça, en fait, c'est que ça retarde le moment où tu commences. Je suis d'accord. Pour moi, c'est faut écrire. Faut écrire avant tout. Je trouve que c'est vachement plus intéressant de regarder des scénarios, des films, de concrètement voir des œuvres déjà faites. C'est juste que en complément, quand il y a des... moi, je sais que je suis pas de cette école-là de lire des livres sur l'anatomie du scénario, etc. Mais les personnes que ça rassure d'avoir un peu des exercices à faire, etc. pour construire des scénarios, allez-y, ça peut être intéressant. Complètement. Mais faut pas que ça soit une étape avant de se lancer dans l'écriture. Faut d'abord écrire, commencer à écrire et chercher des ressources si on a envie, si on a besoin. Voilà, et je suis d'accord, voilà, juste le regard féminin, c'est quelque chose de plus pour questionner un peu ce qu'on voit et comment on montre les choses, mais c'est pas un gros bouquin de théorie du scénario du tout. Ouais. Et il y a des sites de scénarios en libre accès. Voilà. Notamment, justement, j'allais revenir là-dessus parce que je pense que j'ai pas beaucoup plus de ressources à donner que vous, mais notamment sur le CNC, il y a la scénariothèque qui est directement dessus en fonction de là où on cherche, si on cherche du docu, de la fiction, etc. De manière générale, Internet, quoi. Enfin, vraiment... paramétrage caméra et vous mettez la référence de votre caméra et il y a plein de gens qui font des tests et tout et c'est trop intéressant aussi de voir d'autres gens tester, voir ce que ça peut donner. Là, par contre, vraiment tester soi-même, c'est ça le plus important parce que ça se trouve aussi, on va se dire non tiens c'est un bug de l'image et en fait ça va être, l'image va avoir un sens du fait qu'il y ait ce bug, etc. Moi j'ai fait des conneries quand j'ai utilisé ma caméra et pourtant à la fin je trouve que c'était intéressant, c'était important et juste ça me construisait moi aussi dans ma compréhension de la technique et de la construction du film, quoi. Comme la découverte de la grotte de Lascaux finalement. Exactement. C'était une super fin pour du coup finir ce podcast. On vous remercie de l'avoir écouté. Il y a tous nos réseaux sociaux en barre d'infos. Sinon c'est dans la boîte sur Instagram et peut-être qu'on sera sur les autres réseaux sociaux. Je sais plus. Merci beaucoup pour l'écoute et puis à très bientôt. Au revoir. Salut.